Attila entre dans la Domus Flavia, le plus monumental des palais des empereurs romains avec des salles de dimensions tout à fait exceptionnelles. Stylicone convoque le Sénat dans ce palais pour montrer encore une fois aux sénateurs sa puissance. Les fils des sénateurs, ayant obtenu l'autorisation d'assister à la séance, se tiennent près de la porte, laissée ouverte, et dans le vestibule. Curieux et ému, Attila regarde la salle. Les plus puissants et les plus vieux sénateurs sont assis sur les gradins qui courent de chaque côté sur toute la longueur de la salle. Tous ne trouvent pas de place, car aujourd'hui, le Sénat est au complet. Les plus jeunes et les moins importants des sénateurs restent debout sur la dernière marche du gradin. Stylicone, assis sur une estrade posée en face de la porte, préside la séance en conformité avec le règlement traditionnel. Il commence son discours. Aujourd'hui, pairs conscrits, je propose à vos lumières les conditions d'alliance avec Alaric. Le danger de la situation et la nécessité de trouver une solution nous commandent. Vous savez que les barbares ont franchi au début de l'année dernière nos frontières du Rhin. Ils ont envahi Mayence, Strasbourg, Reims, Amiens, Arras et plusieurs autres villes célèbres et riches. L'armée de Bretagne en révolte a proclamé empereur, Constantin, un simple soldat. Cet usurpateur est reconnu par la Gaule, car ce malheureux pays cherche la protection de son armée contre la fureur des envahisseurs. Les détachements de Constantin sont maintenant en Espagne. Les sénateurs tournent leur tête vers quelques collègues gaulois et espagnols et expriment leur solidarité par leurs regards. Le général continue. Juste avant ces tristes événements, nous avons repoussé l'invasion en Italie des barbares germaniques de Radagèse. Heureusement, cette invasion n'était pas soutenue par Alaric, roi des Visigoths. En mettant fin à son ancienne hostilité, il est devenu notre allié et a été nommé maître général des armées romaines dans la préfecture d'Illyrie par notre empereur. N'oublions pas que les Grecs de Constantinople revendiquent une partie de l'Illyrie. La salle exprime son indignation par des acclamations tumultueuses qui étonnent Attila qui n'attendait pas cette expression d'hostilité entre les deux empires romains. Quand les sénateurs se calment, Stylicone parle en marquant chaque mot. Alaric se déclare maintenant soldat de l'empereur Honorius et ami du peuple romain. Il offre de marcher sans délai, à la tête de ses troupes, contre l'usurpateur Constantin. Pour ses services, il sollicite quelques cantons vacants dans les provinces d'Occident pour y établir sa nation et un subside de 4000 livres d'or. Je propose d'accepter ces conditions pour maintenir notre alliance encore fragile avec les Visigoths. En cas de refus, les Visigoths peuvent reprendre les hostilités et repasser au service de Constantinople qui veut usurper l'Illyrie et certaines autres provinces de notre empire. Je ne veux plus voir les incendies de nos villes et les massacres de leur population. L'alliance avec Alaric nous permettra de sauver l'Empire tandis que son hostilité représente dans la situation politique actuelle un très grave danger. Les sénateurs écoutent attentivement sans l'interrompre l'orateur qui termine son intervention solennellement. Je sais, pairs conscrits, que cette illustre assemblée comprenait toujours les intérêts de l'Empire avec une prudence remarquable, et que jamais, chez aucun peuple de la terre, on ne vit sagesse plus profonde. Notre auguste empereur attend votre décision pour ratifier le traité de paix avec les Visigoths. La salle s'anime. On échange des impressions sur l'intervention de Stylicone et on commence à lui poser des questions. Un sénateur bordelais demande:
Pourquoi les armées d'Italie ne font-elles aucun effort sérieux pour libérer la Gaule des barbares et des rebelles? Ma villa a été brûlée, ma famille est dispersée, j'ai perdu mes proches. Les barbares se sont répandus du Rhin jusqu'à l'océan, les Alpes et les Pyrénées. Ils égorgent inhumainement les chrétiens, même dans les églises. Les foules des nobles romains, des évêques. Des femmes fuient en panique devant eux. Pourquoi perdez-vous votre temps en négociation avec les autres barbares? Stilicone explique. Vous savez que récemment un corps d'armée d'Italie commandé par Sarus le Goth a été en Gaule. Ses troupes ont assiégé l'usurpateur Constantin à Vienne pendant 7 jours et ont été obligés de se retirer avant l'arrivée des renforts aux rebelles. Nos forces sont insuffisantes. C'est pourquoi les propositions d'Alaric sont si intéressantes. Attila entend un cri. Cette armée a payé aux brigands des Alpes la sûreté de son passage. Quelle honte! Beaucoup de sénateurs s'indignent. Sarus a déshonoré le prestige de l'armée romaine. Beaucoup de soldats barbares en Gaule nous ont trahis et ont rejoint leur tribu d'origine. On ne peut pas compter sur leur fidélité. À bas les barbares. Ils ne méritent pas leur solde. Un sénateur se lève et demande la parole. C'est Anicius, un des plus illustres, explique son voisin à Attila. Anicius commence à parler. Père conscrit. Aujourd'hui notre illustre assemblée discute des conditions de paix avec Alaric sur l'initiative du général Stilicone. Mais qui est Alaric? Est-il un général romain, commandant de nos forces en Illyrie? Dans ce cas il doit obéir aux ordres du gouvernement sans discussion et marcher sans aucun délai, à la tête de ses troupes. Contre l'usurpateur Constantin et les agresseurs barbares. Est-il le roi des Visigoths? Dans ce cas, qui sont les Visigoths? Sont-ils des sujets de l'Empire? S'ils sont des sujets, comment dans ce cas la tête peut-elle négocier avec un doigt? S'ils ne le sont pas, alors pourquoi devrions-nous nous déshonorer par l'achat d'une trêve honteuse à un roi barbare? La majorité des sénateurs expriment leur approbation par des acclamations. La voix d'Anicius devient pathétique. Reprenons, père conscrit, descendant des illustres familles. Des triomphes passés de Rome. Que penseront de nous les générations futures? Notre histoire a connu des moments plus terribles qu'aujourd'hui. Souvenons-nous des assauts conjugués des Rutules, des Véiens, puis des Auronques, des Éques, des Herniques et des Volques qui cherchaient à écraser Rome naissante. Je voudrais revivre la vie de Caton, la mort de Decius. Je voudrais ses victoires et ses nobles défaites. Quelle était la puissance de Rome lorsque Sylla, Scipion l'Asiatique, Curius, Paul-Émile, Pompée, sur les ordres du Sénat, imposait à Pyrrhus, à Persée, à Mithridate, la paix, l'abdication, les chaînes, le poison. Ce discours éloquent sur l'histoire de Rome était assez difficile à suivre pour Attila, qui n'avait à cette époque que 13 ans et ne maîtrisait pas encore toutes les subtilités de la langue latine. Qu'Attila sort du palais des Césars et rencontre Essius. Salut. Je savais que tu étais à Rome, mais je ne pensais pas te voir ici. Je visite la famille de ma fiancée. Son père est un riche praticien romain, Carpilio. Ils habitent non loin d'ici. Je t'attendais pour t'inviter à prendre une collation. Ils seront honorés de la visite du prince 1. Je voudrais impressionner mon futur beau-père. Mais je dois retourner rapidement écouter les interventions des sénateurs. Tout à fait d'accord, mon cher Attila. Tu me raconteras demain. Ces discussions m'intéressent vivement. Bien. Comme tu m'as attendu, je vais avec toi. Mais je vais revenir aussi vite que possible. Promis.
Je te remercie beaucoup. Tu es un vrai ami. Essius invite Attila à monter dans un carrosse luxueux en argent massif, ciselé et gravé. J'ai demandé aux autorités l'autorisation de circuler en voiture à Rome pendant une semaine pour te faire visiter la ville éternelle et ses environs. Tu sais que la circulation des chars et des chariots à Rome est défendue durant la journée depuis César. Pourquoi? Pour éviter l'encombrement et les embouteillages. Attila admire les harnais des chevaux embossés d'or. Le carrosse est relié au cheval par une lanière passée autour de l'encolure. Cet attelage rudimentaire fait sourire le jeune Huin. Pauvres chevaux, ils sont obligés de tourner la tête pour éviter l'étranglement. C'est vrai que l'attelage romain est primitif, confirme Essius. Je me souviens des lourds chariots Huins. De vraies maisons mobiles. Attila s'étonne. Comment les Romains, avec leur esprit pratique, n'ont-ils pas imaginé le collier d'épaule qui permet au cheval de tirer de toutes ses forces sans avoir la respiration coupée? Malgré son visage si différent des Romains, le jeune prince Huin n'attire pas les regards curieux des passants comme dans certaines petites villes d'Italie. On voit que les habitants de Rome sont habitués à la présence de représentants de toutes les races humaines, des peuples les plus lointains et les plus pittoresques. De plus, Attila porte aujourd'hui une toge romaine. C'est Attila qui regarde avec une curiosité d'adolescent les foules cosmopolites, les monuments, les grands, insulés. Immeubles d'habitation à 4 étages et plus. Attila rentre au Sénat et s'étonne de voir Anicius continuer encore son discours. Je suis particulièrement sensible au malheur de l'Illyrie occupée par des barbares puants. Car son sol est arrosé par le sang des soldats de l'armée de Lucius Anicius, mon ancêtre. Ce général victorieux termina glorieusement la guerre par la capture du roi Jansius et la conquête de sa nation alors encore barbare. Pendant presque 6 siècles, les descendants de cette nation, initiés rapidement à la civilisation romaine, gardèrent leur reconnaissance à notre famille. Aujourd'hui ils sont devenus esclaves des Goths, sauvages venus du nord et vêtus de peau, qui se déclarent amis du peuple romain mais qui sont en fait nos ennemis et qui osent nous demander de nouveaux territoires à occuper. Ému, le sénateur s'arrête un instant, puis termine son discours. N'oublions pas notre responsabilité devant les générations futures, soyons dignes de la gloire de nos nobles ancêtres, respectons leurs efforts de 1000 ans. Prenons garde de ne pas nous tromper. Sommes-nous tellement faibles que nous ne pouvons pas nous passer de l'aide des Goths? Je ne veux pas le croire, je ne le crois pas. J'attends les explications du général Stylicone et l'opinion des autres pairs conscrits. Les sénateurs sont visiblement impressionnés par ce long rappel de la gloire des ancêtres et de leurs responsabilités. Le silence s'installe après de longs applaudissements. Puis un sénateur, qui a applaudi plus longtemps que les autres le discours d'Anicius, prend la parole. Père conscrit, très illustre Anicius vient de nous rappeler que la région d'Illyrie, arrosée par le sang des soldats de son glorieux ancêtre, et abandonnée par la faute de nos généraux, gémit d'être détachée de l'Empire par l'armée d'Alaric. Nous pleurons tous les malheurs de la Gaule, victime des perfides excitations de l'usurpateur Constantin qui fait semblant de lutter contre les barbares, qui sont en train de devenir les maîtres de l'Espagne. Nous avons déjà perdu la Bretagne, cette grande île fertile, qui a été achetée du sang des légionnaires de César et de ses valeureux successeurs. Tous ces pays si chèrement achetés par les vies de nos héros ne doivent pas être perdus. Il se tourne vers Stylicone.
Vos armées ont battu à 2 reprises l'armée d'Alaric. Pourquoi vous, général Stilicone, ne voulez-vous pas l'écraser définitivement en Illyrie et ensuite libérer la Gaule? D'ailleurs, comment Alaric pouvait-il se remettre si vite et si facilement de ses défaites? Comment pouvait-il rompre l'encerclement et échapper à une punition si méritée? Je pense que sans complice barbare dans l'armée romaine, le roi wisigoth aurait dû être éliminé depuis longtemps. Les sénateurs, stupéfiés de cette attaque contre Stilicone qui détenait depuis plusieurs années la presque totalité du pouvoir dans l'Empire, se regardent. La confrontation si violente avec le général Stilicone est très dangereuse, explique à Attila un des fils de sénateur. Pourtant un ami de l'orateur. Visiblement échauffé par les discours patriotiques, applaudit et crie « Bravo, Lampadius !» Attila s'étonne de voir que beaucoup de sénateurs suivent ce geste audacieux et soutiennent Lampadius par des acclamations et des applaudissements. Stilicone fronce les sourcils. Ses yeux jettent des flammes sur l'orateur courageux qui s'arrête, étonné lui-même de ses propos prononcés sous l'effet de l'émotion. Mais le soutien inattendu d'une grande partie des sénateurs donne encore plus de courage à Lampadius. Je n'ai aucune confiance dans les barbares qui servent dans l'armée romaine. Pas seulement comme auxiliaires comme c'était traditionnellement le cas, mais qui constituent maintenant le noyau de nos, soi-disant, troupes d'élite. L'invincibilité suspecte des Wisigoths pour moi est une preuve suffisante que nos soldats barbares ne veulent pas anéantir dans des combats leurs frères de sang et sacrifier leur vie pour la gloire de Rome. Pourquoi alors donner à ce roi barbare de nouveaux territoires, arrosés par le sang de nos valeureux ancêtres? Comment croire que les Goths se battront contre les Vandales et les Suèves quand tous ces peuples parlent des langues si proches? Lampadius continue d'un ton plus calme. Pouvons-nous croire qu'Alaric tiendra parole? Comment comparer à notre illustre Sénat leur assemblée des anciens? Cette assemblée de sauvages qui portent des vêtements négligés, des tissus ternis qui se graissent sur de maigres échines, des manteaux de peau qui n'arrivent pas jusqu'aux mollets. Les sénateurs éclatent de rire, contents de l'effet de ces propos. Lampadius sourit, quand aux bottes en cuir, elles ne sont attachées que par un simple nœud et elles laissent nus leurs genoux. Tout le monde rit, y compris Stilicone et Attila. Comment prendre au sérieux les promesses du chef d'un peuple si sauvage? Pendant les années de leur séjour sur le sol de l'Empire, les Goths n'ont jamais respecté les traités. Trop souvent, sous des prétextes imaginaires, ils recommençaient leur brigandage, souillaient leurs épées de sang romain. Lampadius jette un coup d'œil sur Stilicone. Pouvons-nous croire à tous les soldats barbares qui se sont battus courageusement et ont versé leur sang pendant des années pour la défense de l'Empire? Et là, le triste exemple d'Argobeiste le Franc, qui a tué le jeune empereur Valentinien II, nous montre que non. Stilicone ne cache plus sa colère et interrompt brutalement l'orateur. Que voulez-vous proposer à notre illustre assemblée? Plusieurs sénateurs s'indignent de ce geste qui contredit les coutumes de laisser parler les orateurs sans leur couper la parole. Mais Stilicone reste sévère et menaçant. Lampadius préfère terminer son discours. Je ne ferme pas les yeux au danger. Ils sont grands et terribles. Il existe même la possibilité de la destruction de la ville éternelle, de l'anéantissement de notre empire par les efforts conjugués des barbares et des traîtres. Ces propos frappent de stupeur toute l'assistance qui attend la suite avec un silence tendu, mais je pense qu'il est indigne pour la majesté de Rome d'acheter une trêve honteuse à un roi barbare.
Un peuple magnanime doit toujours préférer le hasard de sa destruction à la certitude du déshonneur. Je pense que ce danger réveillera notre jeunesse qui a perdu l'habitude du combat. Les trompettes romaines, ayant retrouvé leur pouvoir, guideront nos nouvelles légions commandées par le jeune Honorius, notre empereur Auguste. Devant lui trembleront la terre et l'onde, quand il mettra en marche ses enseignes. Écoutons la voix du courage et de la liberté. La majorité des sénateurs approuvent par des acclamations et des applaudissements les sentiments patriotiques de Lampadius. Stylicone se lève, attend que le silence s'installe de nouveau dans la salle et commence à parler. Père conscrit, le paiement du subside, qui semble exciter l'indignation des Romains, ne doit pas être considéré comme un tribut ou une rançon arrachée par les menaces d'un ennemi barbare. Alaric avait fidèlement soutenu les justes prétentions de l'Empire sur les provinces usurpées par les Grecs de Constantinople. Il ne demande qu'à stipuler une récompense de ses services. Quelqu'un pose une question. Mais pourquoi dans ce cas a-t-il arrêté ses opérations dans les Balkans? Je n'ai jamais assisté à des débats si animés, dit un voisin d'Attila. Stylicone réfléchit un instant, puis répond. Je vous dirai la vérité sans chercher à dissimuler que ces ordres contradictoires avaient été obtenus par l'intercession de Séréne, ma chère épouse. Sa sensibilité avait été trop vivement affectée par la discorde d'Honorius et Arcadius, les deux augustes frères, fils du grand Théodose, son père adoptif. Les sentiments de la nature l'avaient emporté trop facilement sur l'intérêt public. Mais la retraite d'Alaric était pour moi une nouvelle preuve de son obéissance aux ordres particuliers de l'empereur lui-même. Le général continue d'un ton solennel. Je soutiens de tout mon cœur vos appels au courage et à la liberté. Continuons ensemble nos efforts pour réveiller la jeunesse romaine et lui redonner les vertus de ses ancêtres. Mais Rome, qui a toujours eu des troupes auxiliaires, sait transformer les peuples, hier hostiles, en alliés fidèles. Alaric demande 4000 livres d'or. Cette somme ne dépasse pas le revenu annuel des plus illustres des pairs conscrits. 1000 livres d'or suffisent à peine à la dignité d'un sénateur, à ses dépenses publiques et à ses frais de représentation. Accordons ce subside afin d'avoir un allié utile dans des circonstances dramatiques. Je vous jure, pairs conscrits, de libérer rapidement toutes les provinces provisoirement perdues. J'ai l'honneur de vous annoncer que Sa Majesté Honorius, notre jeune seigneur Auguste, commandera lui-même nos armées. La déclaration de Stylicone apaise l'atmosphère tendue. On sourit et on échange des opinions. Mais Lampadius et ses amis restent tristes. Stylicone propose de voter un subside pour assurer la paix en Italie et conserver l'alliance d'Alaric. Le vote se fait par déplacement, chacun vient rejoindre le groupe qui représente son opinion. Le groupe de Stylicone est plus nombreux que celui des opposants au subside. Attila voit que Lampadius, très indigné du résultat du vote, persiste dans son opinion et discute avec ses partisans qui essayent de le calmer. Loin de se calmer, Lampadius s'écrie avec véhémence, « Ceci n'est point un traité de paix, mais un pacte d'esclavage. » Stylicone rougit de colère, un de ses adjoints s'approche de lui. Lampadius préfère quitter rapidement la salle avant que le général ne réagisse.